les racines, le judaïsme, la religion chrétienne, la religion musulmane en Éthiopie. Mais l'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été une colonie et qui a toujours témoigné pour l'Afrique. C'est une toute autre histoire qui s'écrit à l'extrême sud du continent. Les Afrikaners sont les premiers colons à s'être installés en Afrique du Sud dès le XVIIe siècle. D'origine hollandaise, ils sont aussi appelés Boers, qui signifie paysan. Par extension, le nom de Boer désigne également les immigrés allemands, scandinaves et français. Au XIXe siècle, après avoir combattu les Zoulous qui leur barraient le passage, les Afrikaners fondèrent la République du Transvaal et l'État libre d'Orange, tandis que les Britanniques, déjà installés au Cap, prenaient possession du Natal. La découverte de très importantes mines d'or au Transvaal relance l'interminable conflit qui oppose les Afrikaners et les Anglais. J'ai toujours dit que si l'on avait découvert des gâteaux au chocolat dans le Transvaal, le pays n'aurait pas été envahi en 1899. Et l'argument tient pour bon nombre de territoires qui ont été envahis à d'autres périodes. Pour leur pétrole, par exemple. La motivation est toujours la même. Pour combattre la guérilla Boer, il aura fallu que les Anglais mobilisent une véritable armée composée de soldats venus d'Égypte, d'Inde et de renforts locaux. Pour remporter la victoire, il aura fallu que les Britanniques ne reculent devant aucun moyen. Cette guerre a souvent été décrite comme une guerre de gentlemen. C'était tout sauf ça. C'était une guerre coloniale. Les Britanniques brûlaient les récoltes, ils détruisaient les maisons, ils enfermaient les civils dans des camps de concentration. Pas au sens des camps de concentration nazis du XXe siècle, mais c'était vraiment des endroits terrifiants, où le taux de mortalité était très élevé. Pour les Afrikaners, la mort de ces 20 000 femmes et enfants dans les camps est devenue un puissant moteur de leur nationalisme et a avivé leur haine envers les Anglais. Pour moi et les autres leaders du Parti national, il a fallu un long cheminement pour comprendre pourquoi notre parti s'était cramponné pendant si longtemps à la politique de l'apartheid. Car il faut d'abord comprendre l'histoire du peuple afrikaner. Bien que cela ne justifie en rien l'apartheid, cela l'explique. Mon peuple avait obtenu l'autodétermination dans 2 républiques indépendantes. Il vivait en paix avec les chefs et les tribus autochtones. Puis, il a perdu la guerre. C'est pourquoi par la suite, le Parti national s'est efforcé de regagner l'indépendance perdue lors de la guerre des Boers. Parmi les Indiens qui ont participé à la guerre des Boers du côté des Britanniques, un simple brancardier, Mohandas Gandhi. En 1893, Gandhi, jeune avocat, était arrivé d'Inde pour défendre les intérêts de ses compatriotes importés comme main-d'œuvre par les Britanniques. Ces Indiens que les Blancs considéraient comme supérieurs aux Noirs, mais inférieurs à eux-mêmes. C'est en Afrique du Sud, et il y restera 20 ans, que le futur Mahatma, la grande âme, élabore des principes qui non seulement aideront à la libération de son propre peuple,
mais inspireront de grands leaders africains. Gandhi a découvert ici, en Afrique du Sud, combien les Indiens étaient privés de tout droit politique. Ils n'avaient aucune liberté de mouvement. Ils n'avaient pas le droit d'accéder à la propriété dans certaines régions. Et ils étaient traités comme des citoyens de seconde classe. C'est ce qui a conduit M. Gandhi à chercher les moyens de combattre ce type de régime. Adepte de l'hindouisme et de la non-violence, il a alors développé la satyagraha, une doctrine de désobéissance civile qu'il a expérimentée en Afrique du Sud. Il a encouragé les Indiens d'Afrique du Sud à enfreindre délibérément les lois et à aller en prison pour contraindre les autorités à accéder à leurs demandes. Mais la ségrégation la plus dure est bien celle qui frappe la communauté noire très largement majoritaire. Pour dénoncer cette pratique, une délégation de l'ANC, l'African National Congress, organisation politique non violente créée en 1912 et inspirée par Gandhi, se rend à Londres pour protester, mais avec peu de succès, contre le Native Land Act. Ce texte législatif décrète que les Noirs, qui représentent 67% de la population, se voient attribuer 8% des terres. Pire encore, ce sont plus d'1 million de cultivateurs noirs qui sont expulsés de terres que leurs familles exploitent souvent depuis plusieurs générations. Le colon arrive, il plante le drapeau de son pays sans se soucier s'il y a eu partage des ethnies ou non. Et ça, c'est un peu partout. Hein. Et chez nous, c'est le fleuve Ubangui qui nous sépare du Congo ex-belge. De part et d'autre, des deux rives, on a des parents jusqu'à présent. Et lorsque j'étais député de Kwango, ben, je voulais me rendre de l'autre côté, voir mes parents. Mais on a dit, ah non, il faut passer par le ministère des Affaires étrangères, avoir le visa, etc. Ça, c'est une anomalie, c'est une aberration. C'est ce qui rend plus utile encore le problème de l'unité africaine. Il faut, je crois qu'il y ait un ensemble qui chapeaute tout, et puis que les populations s'arrangent comme elles étaient autrefois, parce que c'est un véritable handicap, et je n'ai pas pu traverser le fleuve. Une anomalie, en effet, que ces frontières arbitrairement tracées par le colonisateur et qui recouvrent l'Afrique, telle une toile d'araignée, dessinant un nouveau paysage politique. Il ne faut pas oublier que bien des nations africaines sont des créations totalement artificielles. Elles n'ont pas été créées dans l'intérêt de la population. Elles n'ont pas pris en compte les différentes nationalités qui étaient présentes avant la colonisation. Les Européens ont préféré y voir des tribus, mais en réalité, il s'agissait souvent de nations. Lorsqu'on réunit plusieurs groupes pour n'en faire qu'un seul, avec des services communs, le pouvoir devient un sujet de dispute et de contestation. Et toutes sortes de moyens sont employés par ceux qui cherchent à contrôler les ressources et à garder le pouvoir à la tête de cette nouvelle entité. Il était sans doute très difficile pour les colons de trouver les moyens de contrôler les pays colonisés. Il fallait réussir à mettre en place une gouvernance adéquate. L'indirect rule consistait à gérer les affaires du pays en se servant des pouvoirs traditionnels déjà en place. Dans le nord du Nigeria, par exemple, il y avait un système bien établi d'émirs et de sultans à l'aide desquels les colons pouvaient diriger le pays.
et s'assurer que leurs lois étaient bien appliquées. C'est donc par l'intermédiaire des chefs traditionnels que le colonisateur contrôlait le pays. Les Britanniques s'inspirent donc de l'expérience de Frederick Lugard, le gouverneur général du Nigeria, pour étendre l'indirect rule à l'ensemble de leurs colonies. Cette méthode n'est pas celle de l'administration française plus jacobine et sans doute plus méfiante à l'égard des compétences locales. La métropole nomme des gouverneurs issus de ses rangs, lesquels sont chapeautés par les 3 gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar au statut un peu particulier. Là, après avoir déposé la reine Ranavalone III, trop peu docile à son goût, le gouverneur général Joseph Gallieni organise le pouvoir à sa façon. Gallieni n'a pas détruit la structure de la royauté malgache. Mais il a mis à la place, par exemple, il y avait des gouverneurs de la royauté malgache dans beaucoup de villes de Madagascar, et Gallieni a renforcé ces gouverneurs. Et il a maintenu en place des gouverneurs malgaches. Il a donné des privilèges à ces gouverneurs malgaches. Et ce sont ces mêmes gouverneurs qui ont organisé la colonisation. Aucun homme de pouvoir n'a jamais été aussi puissant à Madagascar que Gallieni. Et on peut dire, oui, il a unifié, non pas la nation malgache, mais il a unifié le pouvoir. Et je veux vraiment faire cette distinction parce que je reviens toujours à cette question de la politique des races prônée par Gallieni, écrit noir sur blanc. Ce n'est pas une invention des Malgaches qui va se dire je vais dire du mal de la colonisation, mais écrit noir sur blanc par Gallieni en disant il faut dresser les uns contre les autres. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Il y a cette douleur assez profonde de se dire on a marché dans la politique de Gallieni. C'est-à-dire qu'on a accepté le fait qu'il a divisé pour régner. Et que ça s'est vraiment traduit dans la réalité. Et que nous-mêmes, nous sommes sortis de la colonisation absolument divisés. Et Gallieni, à ce moment-là, symbolise toujours cette déchirure entre les Malgaches. Le diviser pour régner caractérise également la politique du colonisateur allemand, quand il intègre le vieux royaume indépendant du Rwanda à sa colonie d'Afrique orientale. Dans le Rwanda traditionnel, la société, elle est divisée, mais elle est divisée en clans. Il y a entre 15 et 18 clans, selon les auteurs, et dans chacun de ces clans, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et lorsqu'il y avait des guerres, c'était des guerres entre ces clans-là. Ce n'étaient pas des guerres ethniques. Un des drames du Rwanda, c'est que les premiers Européens n'y sont arrivés qu'en 1892, je crois. Et ils arrivent avec une grille de lecture préétablie, qui était peut-être valable pour d'autres parties du continent africain, et ils la plaquent sur ce petit pays, qui était tellement différent des autres, à bien des égards, et le pays où il n'y a pas d'ethnie, peut-être le seul, devient le pays où les divisions entre les communautés sont les plus profondes, parce que l'ethnologie coloniale définit des races.